Alors que faire? Que faire? Eh bien, que faire? Je termine ma conférence comme je termine presque toutes mes conférences. C'est la raison d'être même de l'Union populaire républicaine. Nous voulons sortir non seulement de cette prison des peuples, mais de ce processus de destruction. Ça n'a rien à voir avec la xénophobie, rien à voir avec le ringardisme. Ça a tout à voir avec la libération des peuples et un refus d'avoir une planète entièrement dominée par une hyperpuissance. Il y a un article, l'article 50, tout État membre peut décider conformément à ses règles constitutionnelles de se retirer de l'Union. La Belgique a le droit aussi. L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait. Cet article 50 prévoit donc, premièrement, qu'un État a le droit de sortir. Deuxièmement, que pour sortir, il faut qu'il le notifie aux autres États et qu'il négocie un accord qui fixe les modalités de retrait, c'est-à-dire tout simplement une négociation. C'est de bonne loi. Alors certains me disent « mais jamais vous aurez des bâtons dans les roues ». Je dis non, on n'aura aucun bâton dans les roues. D'ailleurs, lorsque les Britanniques ont dit qu'ils envisageaient de sortir de l'Union européenne, quelle a été la réaction générale? D'ailleurs, des européistes en France, ils ont dit « très bien qu'ils s'en aillent, on en a marre ». Et lorsque les Français diront « on veut s'en aller », vous savez ce qui se passera? Vous aurez les Néerlandais, les Tchèques, les Italiens, les Espagnols, les Portugais qui diront « on fait comme eux ». Et les Anglais aussi. D'ailleurs, quand on a voté non à 55% à la Constitution européenne, trois jours après, les Néerlandais votaient non à 62%. Voilà. Et de toute façon, à supposer même que certains veuillent nous faire des misères, il y a l'alinéa 3. Les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de cet accord de retrait négocié à l'article 2, à l'alinéa 2, ou à défaut 2 ans après la notification visée au paragraphe 2. Bon, ça veut donc dire que même si on avait des bâtons dans les roues, au bout de 2 ans, on dit « ciao, c'est terminé là, on en sort ». Qu'est-ce que ça veut dire en sortir? Ça ne veut pas dire que d'un seul coup, la France va devenir la Corée du Nord. Parce qu'il y a des gens qui nous disent « vous voulez isoler la France du monde ». La France, elle a 273, je crois, ou 75 représentations diplomatiques à l'étranger. Ambassade, consulat, représentation dans des organisations internationales. On a par exemple un ambassadeur de France à Bruxelles auprès du roi des Belges, donc auprès du Royaume de Belgique. On a un ambassadeur à Bruxelles, un représentant permanent plus exactement pour être son titre, auprès des institutions européennes, auprès de la Commission. On a un ambassadeur auprès de l'OTAN qui est aussi à Bruxelles. Et on a un représentant auprès de la politique étrangère de sécurité et de défense qui est à Bruxelles. On a un ambassadeur à Berlin, on a un ambassadeur à Addis Abeba, on a un ambassadeur à Tokyo, Brasilia, Mexico, Moscou, Téhéran, Johannesburg, le Cap, etc. Voilà. Et on a des consulats, en veux-tu, en voilà, on doit en avoir une vingtaine aux États-Unis d'Amérique, on en a plus 7 ou 8 en Chine, à Wuhan, à Shanghai, à Guangzhou, à Chongqing, voilà. Donc si on sort de l'Union européenne, nous fermerons notre ambassade auprès des institutions européennes, après la Commission, notre représentation permanente, mais on gardera l'ambassadeur auprès du Royaume de Belgique. On fermera l'ambassade, la représentation permanente auprès du Conseil de la Commission. On fermera la représentation auprès de la politique étrangère et de sécurité et de défense, puis on reprendra notre politique indépendante et souveraine. Et puis, si nous sortons de l'OTAN, comme nous le proposons également, nous fermerons notre représentation à l'OTAN. Point. Nous passerons donc de 276 représentations diplomatiques dans le monde à 273. C'est ça? S'isoler du monde? Vous croyez que la Suisse, qui n'est pas membre de l'Union européenne, est isolée du monde? Que la Norvège, qui n'est pas membre de l'Union européenne, est isolée du monde? Je vous signale au passage que la Norvège et la Suisse sont les 2 pays d'Europe qui se portent le mieux. Merci pour eux. D'ailleurs, quand je dis ça, les gens disent « Ah ben oui, mais vous n'avez pas, on ne peut pas comparer. » Oui, on ne peut jamais comparer. Quand je fais remarquer qu'en taux de chômage, les pays qui sont en Europe, les pays qui se portent le mieux, à tous les égards, ce sont les pays qui ne sont pas dans l'Union. Norvège, Suisse. Accessoirement Islande, avec les problèmes qui ont eu lieu, mais qui se redémarrent très vite, très fort.
Ensuite, au sein de l'Union, ceux qui se portent le mieux sont ceux qui ne sont pas dans l'euro. La Suède, la République tchèque, le Danemark, qui ont refusé l'euro. Le taux de chômage, je vous renvoie à les analyses que nous avons faites, le taux de chômage moyen, il y a 27 États dans l'Union européenne, il y en a 17 qui sont dans l'euro, 10 qui n'y sont pas. Le taux de chômage moyen des 10 pays membres qui ne sont pas membres de l'euro n'a pas augmenté depuis maintenant, ou a plutôt décliné depuis maintenant plusieurs années. Il y a un gouffre qui s'est créé avec les pays membres de la zone euro. Il y a 5-6 points de taux de chômage supérieur en moyenne. Hein. Personne ne vous en parle. Notre mouvement politique est le seul sur toute la scène politique française à proposer donc la sortie unilatérale de l'Union européenne et de l'euro par la mise en œuvre de cet article 50. Je terminerai cette conférence. Comme je le disais tout à l'heure, quand je disais si les Français décident d'en sortir, on ne va pas nous mettre des bâtons dans les roues, il y en a beaucoup qui vont vouloir faire pareil, ben ça ne sera que la redite d'un grand classique de l'histoire du monde. La France, parce que c'est un pays de passage, parce que nous sommes un pays avec un peuple métissé, il y a des Celtes, des Germains, des Gaulois, des Romains, des Gallo-Romains, des Francs, des Basques, etc. Hitler reprochait aux Français d'être justement un peuple qui n'était pas un peuple uniforme ethniquement. Et puis la France, c'est le pays, vous la connaissez, bon, le pays des emmerdeurs, mais qui, de temps en temps, il donne un grand coup de pied dans la fourmilière qui se transforme en choc historique. En 1848, les Français ont chassé la monarchie. Le dernier roi, qui était roi des Français, et non pas roi de France, puisque c'était Louis-Philippe, il avait reconnu la souveraineté nationale, comme le roi des Belges n'est pas roi de Belgique, vous savez ça mieux que moi. Donc Louis-Philippe a fui la France déguisé en vieille dame, ce qui n'est pas très glorieux comme fin de la monarchie en France. Et on a fait des petites médailles comme celle que j'ai dans ma collection, vous voyez ici une ménagère de plus de 50 ans, qui est une Parisienne. Elle a le bonnet phrygien, qui est un symbole de liberté. On voit qu'elle est assez costaude. Elle a des sabots aux pieds et puis elle a un grand balai pour chasser le roi. Il y a marqué République française 1848 le long du Listel, République française. C'est la deuxième République. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a au revers de la médaille. On a le faisceau délicteur, symbole de la République romaine. Un symbole donc de droiture, de courage, etc. Vous avez deux épées qui sont le peuple en armes. Vous avez une équerre qui est le symbole de la franc-maçonnerie. Les sociétés de philosophie franc-maçonne ont souvent joué un rôle important dans les révolutions du XVIIIe et XIXe siècle. Et puis ça c'est à gauche. Et puis à droite vous avez le bonnet phrygien. Le peuple de Phrygie, qui était un peuple d'Anatolie, qui s'était révolté contre Rome, contre l'Empire romain, qui est un symbole de liberté. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qui a marqué le long du Listel, que vous voyez peut-être en tournant la tête. Eh bien, il y a marqué, voilà, ici, la France donne l'exemple aux nations. Voilà. Parce que lorsque les Français, en 1789, ont aboli la monarchie, la monarchie absolue, pas la monarchie, mais la monarchie absolue, avec la prise de la Bastille, la France a donné l'exemple aux nations. Lorsque 3 ans après, en 1792, les Français ont aboli, cette fois-ci, la monarchie, la deuxième révolution dans la Révolution, hein, après l'affaire du manifeste du duc de Brunswick, la découverte de l'armoire secrète de Louis XVI aux Tuileries, etc., donc la chute de la monarchie, la France devenant république, un événement inimaginable pour les gens de l'époque, puisque c'était la plus grande nation du monde, peuplée, hein, telle qu'on la connaissait. En 1792, les États-Unis d'Amérique comptaient 8 millions d'habitants, la France 32 millions. Donc il n'y avait pas d'autres pays plus peuplés au monde. Les pays du Maghreb devaient à eux trois faire quelque chose comme 8 millions d'habitants. Il n'y avait pas d'autres pays plus peuplés au monde à l'époque, à part la Russie tsarisme, qui était déjà aux confins du continent européen, et puis très très loin de là, les Indes et puis la Chine. Mais la France était donc la principale puissance en termes démographiques. Qu'elle devint une république paraissait inimaginable, puisqu'on croyait que les républiques, ça n'était fait que pour Venise, Gênes, Florence, c'est-à-dire que pour des petites villes. La France a donné l'exemple aux nations en 1792. La France, elle a donné l'exemple aux nations en 1848, puisque lorsqu'en février, on a chassé la monarchie, il n'y a plus eu droit en France après, eh bien, ça a déferlé sur tout l'Europe, y compris la Belgique d'ailleurs, les événements en Belgique en 1848, et puis de proche en proche sur toute une partie du continent européen. En 1871, la France a pu donner l'exemple aux nations avec la Commune. En 1918, la France a donné l'exemple aux nations avec Clémenceau. En 1940, la France a donné l'exemple aux nations
avec le discours peut-être de De Gaulle. Entre 1943 et 1944, la France a donné l'exemple aux nations avec le Conseil national de la résistance. Et puis, je le disais tout à l'heure, en 2005, la France, elle a donné l'exemple aux nations en votant non à la Constitution européenne. Nous essayons, en tout cas nous, et nous avons tous les jours, 5, 6, 7 adhésions nouvelles qui nous arrivent spontanément, ce qui est un sans précédent pour un parti totalement interdit de tous les grands médias français. On a eu un contact encore récemment avec Jean-Michel Apathy, qui est l'un des grands journalistes politiques de RTL, qui a dit, l'un de mes collaborateurs, qui a dit non, on peut pas, je n'inviterai pas M. Asselineau. Ah bon, pourquoi? Mais nous avons plus, il dit, mais nous avons plus d'adhérents que DLR, on a plus d'adhérents que l'ONPA de Besancenot. Oui, je sais, mais je ne l'inviterai pas. Mais pourquoi? Il n'a pas les codes. Nous n'avons pas les codes. Alors, je ne sais pas si c'est un code bancaire, un autre code. Moi, ce que je crois surtout, c'est qu'on dit la vérité. C'est qu'on appelle un chat, et qu'on appelle la construction européenne une destruction européenne, et qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, eh bien, une puissance impériale qui veut dominer l'univers. Punct. Voilà. Mais ça, à la limite, c'est l'écume des choses. Ce que nous proposons aux Français, c'est de sortir de l'Union européenne et, une fois encore, de donner l'exemple aux nations. Merci pour votre attention. Merci. Je vous remercie infiniment pour l'extrême attention dont vous avez fait preuve. Je suis sensible. C'est toujours très flatteur pour un orateur de voir à quel point les gens écoutent avec attention. J'espère que je vous ai appris un certain nombre de choses. Je sais que c'est un petit peu long, je vous prie de m'en excuser, mais d'un autre côté, il y a beaucoup d'informations qui vous sont données. Ça a été filmé, normalement, ça devrait être disponible assez rapidement sur Internet. On a beaucoup d'autres conférences qui sont disponibles. Il y a des gens qui me disent « c'est très bien, mais c'est vraiment beaucoup trop long ». J'ai dit « oui, c'est vrai, c'est long ». Mais je te fais remarquer toujours deux choses. Les gens me disent « il faudrait que vous fassiez ça en 5 minutes ». Mais je dis « je ne peux pas faire ça en 5 minutes ». Parce qu'en 5 minutes, ce que je vous dirais, ce serait des slogans. Et comme du berceau à la tombe, les Français, je ne sais pas ce qu'il en est des Belges, mais les Français, la moyenne, c'est à peu près 3 heures, 3h30 devant la télévision tous les jours. 24, donc 365 jours par an. Donc quelqu'un qui a 40 ans s'est ramassé, disons depuis l'âge de 5 ans, 35 ans, multiplié par 365 jours, multiplié par 3h30 plus 4h30 le week-end de télévision. Ce sont des milliers d'heures, sans compter la radio, les journaux, ce qu'on apprend à l'école. D'un seul coup, vous avez un Gus, c'est moi qui arrive, qui leur dit « mais attendez, tout est faux, on recommence à zéro ». Donc le premier mouvement est un mouvement d'incrédulité. Et on ne peut pas faire passer un message aussi dissonant, aussi contraire à tout ce que l'on vous a appris en quelques minutes. Ça n'est pas vrai. Même d'ailleurs en 3 heures de temps. Dans le meilleur des cas, alors il y a des gens parmi vous sans doute qui me connaissaient depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, mais des gens qui me découvrent d'un seul coup sont très surpris, parfois scandalisés, etc. Mais ce que je dis aux gens, c'est allez vous renseigner. Moi, les conférences que je fais sont toujours sourcées. C'est toujours, vous avez vu, précis, les références. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner sur Walter Hallstein. Est-ce que c'est vrai qu'en juin 1938, oui ou non, est-ce que c'est vrai qu'il était le type qui a réfléchi à la Nouvelle-Allemagne pour le compte d'Hitler? Est-ce que c'est vrai qu'il a signé le traité de Rome à côté d'Adenauer? Est-ce que c'est vrai, oui ou non, que toutes les manifestations en Catalogne sont en américain? Est-ce que le discours de Clinton à Aix-les-Chapelles, c'est celui que je vous ai cité? Est-ce que c'est vrai l'article du Daily Telegraph qui dit que Paul-Henri Spaak, Robert Schuman étaient des agents américains? Est-ce que tout ça, c'est le 19 septembre 2000? Allez-y! Moi, je donne tout, tout. C'est de la générosité. On donne tout maintenant, c'est aux gens de dire est-ce que vous allez supporter la vérité ou pas? L'exemple montre, l'histoire montre que, en réalité, les Français, je pense que beaucoup, si je suis parmi vous et si vous m'avez écouté avec intérêt, c'est justement parce qu'en fait, et c'est ce qui me rend optimiste quant à l'avenir,
C'est que les êtres humains sont ainsi faits qu'en gros, ils préfèrent la vérité au mensonge. Et quand ils sentent que quelque chose d'un seul coup est vrai et leur permet de comprendre tout ce qu'ils ne comprenaient pas auparavant, c'est ce qui fait le succès de notre mouvement, je crois.